Alors ce cas clinique, c'est la résurgence d'une collaboration et d'un travail entre les cardiologues et les médecins du sport qui travaillent à la clinique d'Aricy de Pau et avec le service de cardiologie de Rangueil, représenté par Marc Delay qui est présent dans la salle. C'est une histoire banale d'un sportif qu'on a tous. C'est un vétéran de 50 ans qui fait 1m71 ou 62 kg, qui est champion régional de cross-country, 12e sur le plan national, qui court le cross-country, donc j'ai appris à connaître, c'est 9 km, de faire 10 km, assez vallonné en 30 minutes. Il est à 90-95% de sa VMA et le marathon en 2h30. Il s'entraîne tous les jours, il fait 100 km par semaine. Et depuis 2 mois, sans facteur favorisant, sans épisode viral ou autre, il ressent lors des séances de fractionné à l'acmé de l'effort, à 18 km/h, pour une fréquence cardiaque supérieure à 170 minutes, des oppressions thoraciques, des palpitations et quasiment des sensations de malaise. Et ça le gêne beaucoup dans son entraînement, puisqu'il a diminué ses performances sportives, et ça ne se tourne pas bien dans sa tête. Alors, les examens complémentaires qu'on a réalisés, on a commencé bien sûr comme d'habitude par l'examen clinique, un ECG que vous allez voir. Alors l'ECG, nous on l'a trouvé peu contributif, mais on a une repolarisation ici qui nous chagrine un petit peu. Voilà. Je voudrais avoir votre avis sur cet ECG. Vous le considérez comme normal, pathologique? Normal, ceux qui sont pour le normal. Et pour le pathologique? Très bien. Peu contributif, la phrase vous plaît. Le Holter est normal, banal pour un sportif. L'échographie retrouve une hypertrophie physiologique avec des parois inférieures à 12 mm, un strain, malheureusement on l'a fait, mais qui est normal. Une épreuve d'effort qui a été faite dans un autre centre, qui est classique, sur vélo, 30 watts 3 minutes, une épreuve d'effort, comme on dit chez nous, diesel, qui est strictement normale. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Une exploration électrophysiologique, vous reprenez tous les examens. Il a une symptomatologie d'effort, on n'a pas réussi à la reproduire, il faut réussir à le mettre en effort en produisant le truc, donc faire une épreuve d'effort un peu différente de celle-là. Très bonne réponse, vous allez le voir revenir. Donc on a pris l'épreuve d'effort qui colle à la vraie vie, on lui a fait une épreuve d'effort sur tapis avec VO2, qui était un peu délicate vu la puissance du sportif, un protocole course pour amener le sportif à 18 km/h, c'est jamais évident sur un tapis, c'est la vitesse où il ressent les symptômes. Et à partir de là, on a notre début de diagnostic, c'est juste à l'acmé d'effort au début de la récupération, on a des salves de TV non soutenues, répétitives, avec des QRS qui sont à retard gauche, axe droit, des QRS qui ont une forte amplitude, parce que si vous êtes des fins rythmologues, vous avez vu qu'on a mis le voltage à 5 mm, volts, au lieu de 10, et avec même des complexes, qu'on peut se demander si ce n'est pas des complexes de fusion. Et ça, c'est incessant, à l'acmé d'effort, et surtout en début de récupération, et ça lui rappelle exactement les malaises qu'il a, ou les symptômes qu'il a. Et il faut attendre une dizaine de minutes pour que tout revienne normal. Voilà. Sur le plan purement sportif, il a une VO2, le patient précédent, le sportif précédent avait quasiment la même VO2, alors que lui a 50 ans. Son premier seuil est très haut, à 90 de VMA, avec des ESV qui apparaissent à ce moment-là. Vous voyez un point de croisement qui est très élevé, avec une VO2 qui est assez haute. Alors à partir de là, quels sont les examens complémentaires que vous proposez? Donc on a fait la batterie habituelle, les potentiels tardifs qui sont négatifs sur 3 critères. Comme il a 50 ans, on a fait quand même un scanner coronaire qui est strictement normal, une IRM cardiaque qui est elle aussi strictement normale. Voilà, pareil que pour le patient précédent, je pense qu'on aura des problèmes avec les boucles. Alors on a une petite hypertrophie là sur la boucle d'en haut, mais qui est comme à l'échographie dans la limite du physiologique.
partir de là, quel est votre diagnostic? Bonne question, il ne prend aucun produit dopant, il n'a pas eu de virose ou de processus infectieux ou viral ces 6 derniers mois. Le diagnostic, en fait, c'est le prolongement du symposium de cet après-midi, fait par les Montpelliérains. C'est des TV en salle répétitive, provenant de la chambre de chasse du ventricule droit, sensible à l'adénosine. On peut dire que c'est des TV sur cœur sain. Et à partir de là, on a plusieurs attitudes. Si on reprend la conférence de Bethesda, c'est d'abord le déclarer inapte pendant 6 mois à la compétition et lui proposer éventuellement un traitement bêta-bloquant. L'inaptitude et le traitement bêta bloquant, il ne l'a pas accepté. Les bêta bloquants, ils se retrouvaient à 25-30 dans la journée et il ne pouvait plus s'entraîner. Et à partir de là, donc, on lui a proposé une technique radicale. Après, bien sûr, lui avoir expliqué les avantages et les inconvénients de cette technique, l'ablation de la zone arimogène. Alors, ça, c'est des tracés que je dois à Alexandre Dupart et à Marc Delay. Ça, c'est les ESV, donc sur haute amplification, sur des déroulements à 100 millisecondes. C'est un petit clin d'œil à l'école de rhinologie de Montpellier. Donc, quand vous faites une ablation, là, vous avez le système CARTO où on voit les zones. Ça, c'est près du septum qui est attenant donc à la chambre de chasse ventriculaire gauche. On repère avec la sonde de radiofréquence, c'est toujours pareil. Ça veut dire le QRS qui est unipolaire avec la primodépolarisation qui est la plus précoce. La topostimulation aussi de radiofréquence. Et après ablation, on restimule, même si ces tachycardies ne sont pas des tachycardies qui partent à la stimulation, mais à la perfusion disuprène. Alors, c'est autant d'importance pour nous cardiologues du sport, le pré, le per et le post-procédure. Donc là, on lui a demandé, parce que 8 jours après, il voulait recourir et faire le championnat de France de cross-country. On lui a dit non, il faut attendre un petit peu. Donc on l'a suivi de près, on lui a dit repos pendant 1 mois, reprise progressive entre M1 et M3. On lui a fait une épreuve d'effort sur tapis à M3 et reprise de la compétition et contrôle à 1 an qui était satisfaisant. Voilà, en conclusion, les TV infundibulaires, elles ont été décrites par Galavardin en 1920. Elles ont après eu un nom célèbre de Parkinson et Pape. Elles appartiennent au groupe qui a été bien décrit ce matin des TV idiopathiques sur le cœur sain. Elles sont considérées comme des causes classiques mais rares des TV, 5 à 10%. Elles sont souvent bien tolérées, mais elles peuvent être syncopales et si répétitives ou soutenues, d'autant plus que l'effort est important. Alors le mécanisme, c'est assez intéressant, c'est un foyer d'automatisme avec une activité déclenchée, sensible à l'AMP cyclique. C'est une activité qui est facilitée par les catécholamines, d'où l'importance de l'effort ou du post-effort où les gens soient inondés de catécholamines. Et sur le plan purement sportif, le cas clinique montre bien qu'il faut écouter nos sportifs, bien voir la pathologie quand c'est qu'elle démarre, à quel moment, faire des tests non invasifs, en particulier des épreuves d'effort qui collent à la vraie vie. Et le mot de la fin, je pense que Marc Delay sera d'accord avec moi, c'est les ESV qui viennent du cœur droit, il faut quand même toujours s'en méfier, toujours éliminer une myocardite ou une cardiopathie du cœur droit. Elles ne sont pas systématiquement bénignes, et même ces TV répétitives peuvent dans certains cas venir du cœur gauche, de l'infundibulum, de la chambre de chasse ventriculaire gauche et des sinus de Vassalva. Il y a un cas qui a été publié dans l'archive en 2005. Et là, vous avez une zone de transition sur le plan électrocardiographique qui est quand même plus précoce. Voilà, je vous remercie.